Donc, je suis vraiment très content de partager avec vous, parce que la notion de partage m'est chère, un minimum d'informations importantes sur le sujet de la reconversion qui me tient à cœur. Après, pour avoir beaucoup plus de détails, bien évidemment, je vous inviterai à vous procurer le livre. Mais déjà là, je vais vous donner un certain nombre d'informations et j'ai basé toutes ces informations sur les questions qui me sont le plus souvent posées. Donc, je vais partager l'écran dans quelques instants. Je vais commencer par vous présenter un peu l'agenda de la présentation. La présentation, j'imagine, devrait durer aux alentours de 45 minutes et ensuite, vous aurez tout le loisir de poser toutes vos questions. J'y répondrai du mieux possible. Donc voilà, donc je partage l'écran. Il y a toujours un petit temps de latence. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous le voyez en mode plein écran? Non. Moi, non. Donc, je pense que... Et là, Alors, voilà, là, c'est bon. parfait. Parfait. Donc, le sujet, la reconversion professionnelle. Effectivement, donc je vais aborder au cours de ce temps les questions qui me sont le plus souvent posées. Tout d'abord, comment m'est venue l'envie de rédiger ce guide sur la reconversion? Autre sujet, qu'est-ce que la reconversion de façon très simple et concrète? Pourquoi se reconvertir? Alors on verra qu'il y a des raisons qui font partie d'un contexte global, national, mondial, et puis des raisons qui sont plus personnelles, et vous reconnaîtrez selon vous un certain nombre de raisons. Quelles sont les 5 étapes incontournables d'un processus de reconversion? Qui peut être concerné par la reconversion? On verra que ça peut concerner vraiment tout le monde. Et qu'est-ce que l'on peut retenir en fait de toutes ces grandes lignes sur la reconversion? Puis après, toutes vos questions auxquelles je répondrai du mieux possible. Alors, au préalable, je vais me présenter. Donc, Ouais, j'ai envie de de ressortir, face. quoi, en fait, de me réinstaller. Ah, je t'écoutais, ouais, j'entends Ouais. pourquoi vous êtes venu m'en parler. Enfin, Voilà. Bien. Voilà. Donc, Donc, pour me présenter en résumé, 30 ans d'entreprise, essentiellement dans des postes de DAF élargis à toutes les fonctions support, dont les ressources humaines. Et le sujet RH s'est retrouvé dans ma vie personnelle, puisqu'en fait, ça a toujours été un hobby, le recrutement. Pendant 33 ans, de façon bénévole en parallèle de mes emplois, eh bien, j'ai aidé plus de 140 personnes à trouver du travail. Et puis ensuite, je me suis reconverti, donc 3 ans en cabinet de recrutement et maintenant 2 ans en cabinet de chasse chez le cabinet Fitch Bennett Partners en executive search. Et je recrute aujourd'hui des top et middle managers, toutes fonctions, tout secteur, toute taille de société. Et c'est cette richesse et cette polyvalence qui m'anime et qui m'enrichit en permanence. D'ailleurs, n'hésitez pas au sein de l'auditoire, si vous voyez que vous avez besoin de mes services ou de conseils, vous connectez à moi sur LinkedIn les jours qui viennent et puis je prendrai le temps de reprendre contact avec vous. Et donc, pour finir cette petite introduction me concernant, je vais juste souligner une phrase que l'un des coachs que j'ai eu pendant 12 ans mentionnait régulièrement. L'essentiel n'est pas d'être parfait, mais d'être complet. Et est-ce que cette phrase m'inspire, ce qu'elle m'évoque, et c'est qu'en fait, il est vraiment important d'être le plus polyvalent possible, souvent de se spécialiser le plus tard possible, parce que ça permet justement de rebondir plus facilement, ça augmente son employabilité, bien évidemment, mais ça permet après d'avoir plus de choix pour choisir l'évolution professionnelle que l'on souhaite. Donc la polyvalence, être complet, quelque chose d'important, c'est mon premier message. Alors, première question, pourquoi avoir écrit ce guide? Donc, ce guide, en toute transparence, c'est une idée originale d'Éric Legendre. Éric Legendre, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est un ancien de l'EDEC. Et Éric Legendre, il a été animé par deux motivations. D'une part, transmettre son expérience après des dizaines d'accompagnements en reconversion, même s'il a d'autres activités, en conseil de dirigeants notamment. Et également, il a souhaité compléter son guide Jamais sans mon réseau. Tout à l'heure, Michel parlait de réseau, de l'union fait la force. On est en plein dedans. Jamais sans mon réseau est un guide
qui permet à tout le monde d'apprendre à réseauter efficacement et on verra que c'est essentiel, pas seulement utile, mais essentiel dans un processus de reconversion. En ce qui me concerne, mes motivations étaient les suivantes. Tout d'abord, partager mon expérience professionnelle, mon expérience personnelle de la reconversion. J'en parlerai dans le slide suivant pour être concret et exhaustif. Et donc, cette notion de partage est importante, de transfert de compétences. Également, donner également dans ce livre, notamment au début du livre, beaucoup de conseils sur le marché de l'emploi, notamment sur tous les pays francophones, pas uniquement la France, sur le recrutement, sur la chasse de tête, qui sont deux métiers différents. Également, ce livre, je l'ai écrit parce que pour moi, c'est une vitrine qui me sert à développer mon activité commerciale, puisque tout simplement, écrire un livre, un guide de cette nature, permet en fait d'acquérir un minimum de crédibilité et de légitimité, ce qui est d'autant plus utile quand on change de métier, quand on est nouveau dans un métier. Enfin, il y a l'aspect plaisir. Cet aspect plaisir, on le trouve aussi souvent dans la reconversion. Là, en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai fait plus de 30 articles sur LinkedIn. Pour moi, c'est important de communiquer. On verra également que c'est également un paramètre essentiel dans la reconversion de communiquer autour de soi sur son offre de service notamment. Résultat, eh bien, en fait, le guide de la reconversion, c'est 480 pages, donc il y a du travail derrière. Il y a dedans des outils pratiques, beaucoup de recommandations, des alertes qu'il faut faire, pas faire, des citations qui inspirent, et puis 31 témoignages à la fin du livre, dans le chapitre 6, 31 témoignages qui donnent beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir à tous ceux qui, à un moment, ont envie de se reconvertir. Et donc souvent, j'encourage à démarrer la lecture du guide par tous ces témoignages. Voilà. Et donc à ce jour, on a beaucoup de retours positifs sur le guide, heureusement. En ce qui concerne juste un petit zoom rapide pour partager mon expérience personnelle de la reconversion, ce qui me motivait, ça a été vraiment une quête de sens. Améliorer la vie des individus en les aidant à accéder à leur poste idéal, comme je l'ai fait bénévolement pendant longtemps. Maintenant, c'est mon métier. Il y a eu deux facilitateurs. En fait, il y a eu ma pratique du recrutement, acquise non seulement au cours de cette expérience de bénévolat, mais également parce que j'ai souvent eu, comme je le disais, les ressources humaines dans mon périmètre de DAF et également que j'ai réalisé énormément de recrutement pour mes équipes ou les équipes de mes collègues, membres de CODIR ou autres. Il y a eu quelques éléments déclencheurs. Donc ça, c'est important, cette notion de déclencheur. Et j'ai fait deux catégories, un peu comme dans les actions commerciales, les actions push et les actions pull. Il y a eu tout d'abord un élément déclencheur qui m'a poussé en dehors de mon ancien métier, tout simplement le ras-le-bol de dirigeants toxiques. Beaucoup parmi vous ont pu un jour ou l'autre expérimenter ce ressenti, expérimenter cette expérience, cette situation. Et donc, c'est un élément qui m'a incité à quitter mon ancien métier. Mais heureusement, il y a eu quatre éléments autres qui m'ont incité à rejoindre un nouveau métier, le métier de la chasse de tête. Tout d'abord, l'envie de davantage de sérénité, plus avoir la pression d'un comité de direction avec des objectifs extrêmement élevés, souvent inatteignables. Plus de liberté, beaucoup de belles rencontres, c'est ce qui se passe tous les jours, et puis une envie de nouveauté, changer de vie, on va en reparler dans quelques minutes. Deuxième élément qui m'a déclenché ce souhait de changer de métier, les encouragements de beaucoup d'amis. Depuis 39 ans, en fait, j'ai ces conseils, ces encouragements, parce que tout simplement, à l'âge de 17 ans et 18 ans, j'ai commencé à préparer mes amis aux entretiens, les oraux du bac, les oraux pour entrer en prépa ou en école de commerce, après pour décrocher des stages. Et donc, je l'ai toujours fait. Et donc, beaucoup d'entre eux m'ont dit, tu prends tellement de plaisir et puis c'est plutôt efficace, donc tu devrais faire un jour ou l'autre ce métier. Autre élément déclencheur, un élément majeur. Je ne pense pas en toute transparence que j'aurais changé de métier sans cet élément, ce filet de sécurité, qui est le fait que j'ai pu bénéficier de 4 années de chômage. Si vous le souhaitez, je pourrais vous expliquer à la fin pourquoi. Mais en fait, 4 années de chômage est donc un élément de sérénité psychologique important. Enfin, dernier élément déclencheur, tout simplement, l'un des cabinets de recrutement qui m'avait recruté il y a quelques années m'a proposé tout simplement quand j'ai quitté mon dernier poste de DAF, quelques jours après, de me tester sur deux recrutements, un recrutement de DAF et un recrutement de DRH, ce que j'ai fait avec beaucoup de joie.
Quand je fais le bilan à ce jour, après 5 ans, ben, c'est que du positif. Je n'ai plus l'impression de travailler 10 à 11 heures par jour, parfois 12 heures par jour. C'est que du plaisir. Je me sens épanoui globalement, donc la bonne personne à la bonne place. J'en parle vraiment beaucoup au début du livre. Je me sens plus libre, plus serein. Et puis enfin, bah, j'ai des résultats commerciaux et puis financiers qui sont en progression régulière vers l'objectif que je m'étais fixé. Cette notion d'objectif est importante, on en reparlera tout à l'heure dans le processus. Et donc, pour petit partage sur les chiffres, sur ces 5 années, mon chiffre d'affaires a progressé. Si on prend une base indice 100 en année 1, les années 1 et 2, un premier palier à 100, année 3 et 4, un deuxième palier à 250, et là, en année 5, un palier à 400. Donc, il faut de la patience, on sème dans son nouveau poste, dans son nouveau métier, et on récolte petit à petit. Mais il y a une inertie. C'est également, entre parenthèses, ce que disent la plupart des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, qui commencent à se rémunérer au bout de 3, 4 ou 5 ans. Enfin, il y a toujours un prix à payer pour toute chose et plus la chose est valable, plus le prix à payer est élevé. Là, en fait, j'ai identifié pour moi 2 prix à payer pour cette reconversion. Tout d'abord, me mettre à la prospection commerciale, faire des efforts en ce sens, m'habituer à être commercial, plus commercial, et puis également accepter de ne pas avoir de visibilité sur plus de 2 mois de revenus. Donc ça, c'est également un élément important à avoir en tête. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous qui sont concrets. Maintenant, sur le sujet, l'un des sujets majeurs, donc qu'est-ce qu'une reconversion? Alors, je me suis documenté au-delà de mon expérience sur tout ce que l'on disait sur la reconversion au sein des réseaux physiques, sociaux, etc. Et j'ai constaté qu'il y avait des définitions extrêmement variables. Certains le définissent comme un changement de métier et de statut, d'autres comme un changement de métier et de secteur d'activité, d'autres juste de façon très floue comme un changement de parcours, un changement de carrière. Donc des définitions très variées, souvent floues, mais un point commun, chaque fois, la recherche de l'épanouissement et du bonheur, épanouissement professionnel et donc personnel, et la recherche du bonheur. Donc ça peut paraître utopique, mais c'est pas bête du tout. Et donc pour nous, selon Éric Legendre et moi, eh bien se reconvertir, on le définit comme le fait de s'aligner, d'aligner son métier sur soi pour être plus heureux, s'aligner intérieur, extérieur. Donc, qu'est-ce que ça induit? Premier impact, ou premier indice, ça se concrétise par un changement à 100%. Le contenu de votre journée de travail change à 100%, ainsi que vos objectifs professionnels, vos missions, les tâches que vous effectuez au cours de la journée, les outils que vous utilisez, les décors dans lesquels vous évoluez et les interlocuteurs auxquels vous donnez la réplique. C'est un peu comme une pièce de théâtre, vous changez tout, vous changez de pièce de théâtre. La démarche de reconversion, c'est également un sujet, une démarche qui a plusieurs dimensions. Elle peut être pressée ou lente. Souvent, elle se fait avec un mix progressif. On change petit à petit de métier, on y va pas à pas pour sécuriser le changement. Également, une autre dimension, elle peut être voulue, cette reconversion, on la souhaite soi-même, ou elle peut être subie. On en parlera dans quelques instants de façon plus détaillée. Et enfin, une troisième dimension, cette reconversion, on peut décider qu'elle soit partielle et par exemple de mener 2 métiers en parallèle. Donc parmi les témoins que l'on a, on trouve un témoin, l'un des 31 témoins, qui continue à être consultant en organisation et apiculteur. Un autre témoin qui, lui, est à la fois travaille dans l'immobilier d'entreprise à niveau élevé, mais également qui est œnologue, etc. Depuis quelques années, ou en tout cas il y a quelques années, une mode était apparue selon laquelle sur les cartes de visite, on pouvait trouver 2 métiers côte à côte. Ben là, certains le font. Mais elle peut être également cette reconversion totale. Parfois même, dans le cas extrême, les 2 personnes se reconvertissent, changent de métier, voire même déménagent. On a eu au moins un cas comme ça parmi nos témoins, un couple, un ancien DRH et une ancienne dirigeante d'entreprise,
partie de région parisienne, partie à Marseille, pour fonder ensemble et diriger ensemble un club sportif, un club de pilates. Et ça fonctionne très bien. Donc, pour finir sur cette définition de la reconversion, pour définir à l'inverse, en négatif, ce que c'est que se reconvertir, c'est changer de métier, mais ce n'est pas changer d'emploi, ça n'est pas changer de poste, ni d'entreprise, ni de secteur d'activité. Et donc, je vais juste faire une petite mise au point. Ce que l'on appelle, si on prend un exemple pour définir le métier, l'emploi et le poste, le métier, c'est par exemple le métier de commercial. L'emploi, ce sera un directeur commercial, un chef des ventes, un commercial grand compte ou un commercial sédentaire. Et puis le poste pourra dépendre de la ville ou de l'entité juridique à laquelle vous êtes affecté. Donc voilà, selon nous, notre définition de la reconversion, donc changer de métier. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi se reconvertir? Qu'est-ce qui peut m'amener à changer de métier? Et donc, il y a tout d'abord des éléments de contexte global qui peuvent amener à se reconvertir, et on verra après qu'il peut y avoir beaucoup de raisons beaucoup plus personnelles. Le constat de départ que l'on peut faire, c'est que le principe des longues carrières a vécu et bien vécu. Le monde change et depuis les années 80, eh bien en fait, changer plusieurs fois d'entreprise, au minimum d'entreprise sans changer de métier, est devenu quelque chose de tout à fait commun. Je tombe rarement en tant que chasseur de tête sur des personnes qui ont passé 20-25 ans dans la même entreprise. Ça arrive encore, mais c'est une minorité. Même au Japon, l'emploi à vie n'existe plus, ou de moins en moins. Également, ce que l'on constate, c'est que la vie professionnelle n'est plus du tout linéaire. C'est le pendant de ce que je disais précédemment. Et on parle maintenant plus d'une vie professionnelle, mais on a des vies professionnelles. On change de secteur, de société, d'emploi, de poste. Et enfin, le constat, c'est que chaque année, on est des dizaines de milliers de Français à changer de métier. Et pas uniquement pour la première fois. Ça peut être la deuxième, voire la troisième fois. L'un de nos témoins dans le livre a changé plusieurs fois. Elle a d'abord été en charge du recouvrement dans une société, puis après, elle est passée restauratrice avec son conjoint, puis après, elle est devenue agente immobilière. Et donc, au-delà de ce constat, le fait que le monde change et que on change plusieurs fois de vie professionnelle, on peut identifier une première série de raisons pour lesquelles on veut changer de métier. Tout d'abord, on doit s'adapter à un monde qui est en permanente évolution. On voit par exemple qu'il y a beaucoup de métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, selon l'évolution des technologies, des habitudes de consommation, etc. Dans les métiers qui disparaissent, il y avait par exemple les dentelières, les tonneliers. Je voyais également aujourd'hui un rapide reportage, les contractuels ont disparu au profit de ces voitures qui repèrent les plaques d'immatriculation et qui repèrent si les gens ont payé leur droit de stationnement ou pas. À l'inverse, d'autres métiers apparaissent, les pilotes de drones, les Scrum Masters, les data analysts, etc. Donc, ce que l'on constate aussi, on doit s'adapter également à des changements dans le mode de travail, l'espace de travail, les bureaux, le coworking, le travail à distance, également le temps de travail, la souplesse dans les horaires, les jours de RTT, etc. Certains également ont plusieurs emplois en même temps, notamment pour des raisons économiques depuis quelque temps. Et puis, autre élément important auquel on doit s'adapter, qui peut amener à vouloir changer de métier, bah, c'est de toute façon l'obligation de se former en permanence dans son propre métier. Les environnements changent, les savoirs, donc connaissances théoriques également, les méthodes ainsi que les outils. Ne serait-ce qu'en matière d'outils de communication suite au Covid, bah, les nouveaux outils, Zoom, Teams, etc., sont apparus et remplacent maintenant largement les réunions en présentiel. On doit également s'adapter aux exigences de son employeur. Ça peut amener à se poser la réflexion, changer de métier, suite à des licenciements, des réorganisations, des relocalisations de l'entreprise, des fois des retournements, donc changement d'activité principale, des cessions d'entreprise, des fusions, des carve-outs, etc. On peut être également obligé de s'adapter aux crises de grande envergure. La liste s'allonge, j'ai l'impression, d'année en année. Les crises sanitaires, donc type Covid, qui a amené un autre rapport à la vie, au monde, à soi, aux autres et aux métiers.
Les métiers en café, hôtel, restaurant, les métiers de la santé ne sont plus vus de la même façon maintenant. Les crises liées à l'énergie, les crises liées au climat, qui amènent des nouveaux besoins en matière de métiers. Donc les métiers d'agriculture, les métiers liés aux achats, à la sécurisation des approvisionnements, à la sécurité, au BTP, infrastructures, etc. changent. Des crises telles que les guerres, on le sait, qui amènent beaucoup de changements dans les vies personnelles et dans les vies professionnelles de certains. Et au-delà de tous ces aspects devoirs, apparaissent des éléments de vouloir. Donc vouloir se reconvertir, tout simplement, on est de plus en plus nombreux à être animés par cette quête de bonheur que j'évoquais il y a quelques instants. La quête de sens, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, les générations X, Y et Z nouvelles, de plus en plus aspirent à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, on le sait bien. Les générations anciennes, dont je fais partie, étaient plus dans l'avoir, capitaliser, bâtir quelque chose, bâtir le matériel. Les générations plus récentes sont plus dans l'être et le bien-être. Également, changement de valeur, bien évidemment, et de priorité de vie. Et enfin, tout simplement, on peut vouloir se reconvertir juste pour évoluer, parce que, comme disent certains, stagner, c'est mourir, bouger, c'est vivre. Et donc, on peut être animé par cette envie de découvrir autre chose, d'évoluer, de ne pas stagner, ce qui peut être souvent assez frustrant. Et au-delà de ce contexte global, on pourra identifier les uns les autres qu'il peut y avoir tout un tas d'autres raisons. Donc, d'une façon globale, avant de rentrer dans le détail de toutes ces raisons, quand je vais commencer à parler des 5 étapes, eh bien, souvent, il y a des raisons qui coexistent. Et donc, on peut faire deux natures, on peut identifier deux natures de raisons. Des raisons endogènes qui viennent de chacun d'entre nous, selon nos besoins, nos envies, nos rêves, les vocations qu'on a eues à un moment, qu'on avait reportées, qui reviennent en force. Et donc, ces raisons sont intentionnelles. Et puis, il y a également des raisons exogènes que l'on subit, qui nous sont imposées par des tiers, son entreprise notamment, par une situation nouvelle. On parlait de crise. Et dans tous les cas, ce que ça amène, c'est ce changement de métier, c'est une rupture, c'est une crise au sens grec du terme. Et donc, dans ces situations-là, quand on se heurte à toutes ces raisons, contexte global, raisons personnelles, eh ben, il va être essentiel de commencer par analyser précisément la situation dans laquelle on est et de distinguer en fait entre les raisons faibles et les raisons fortes. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais il y a beaucoup de raisons qui sont en fait trop faibles, trop fragiles pour bâtir une reconversion et la réussir pleinement. À l'inverse, il y a des raisons fortes qui constituent des bases tout à fait solides pour décider de changer de métier et pour le faire. On va donc parler du processus, les 5 étapes incontournables. Donc, je vais vous donner la vue globale avant de rentrer dans chacune et notamment avant de vous donner toutes les raisons, l'analyse des raisons dans la première étape. Ces 5 étapes incontournables permettent de voir que il est tout à fait possible de changer de métier, mais ce qui est crucial, c'est de le préparer en profondeur. De le préparer sans doute comme vous n'avez jamais préparé aucun projet, même dans vos entreprises. Parce que là, l'enjeu, c'est que ça vous concerne vous, et bien au-delà de vous, on va le voir. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se préparer en profondeur? Parce qu'il y a des enjeux majeurs. Une nouvelle vie, professionnelle et personnelle, qui impacte également votre famille, vos revenus à court terme, mais également votre patrimoine à court, moyen et long terme, votre retraite à long terme, parfois votre localisation géographique. Pourquoi il est nécessaire de se préparer en profondeur? Également parce qu'il y a un choix colossal. Les opportunités sont multiples entre les métiers, entre tous les statuts que vous pouvez prendre, les formats d'entreprise, les formats juridiques également. Changer de métier seul ou le faire à plusieurs. On parlait tout à l'heure de l'union fait la force, ben là c'est le cas. Il y a vraiment une question à poser. Est-ce que je change seul de métier ou à plusieurs? Également des opportunités en matière d'espace de travail, de temps de travail. Pourquoi le préparer en profondeur? Également et surtout parce que cela comporte des risques élevés que de changer de métier.
L'équilibre familial, voire même amical, peut être perturbé. Il y a des risques sur le plan économique, on le sait bien. Quand on passe notamment d'un poste de salarié avec un salaire qui tombe tous les mois à un poste d'entrepreneur, un poste en freelance par exemple, eh bien, c'est plus la même chanson. Il n'y a plus cette visibilité, il n'y a plus cette assurance sur le plan économique. Risque également sur votre parcours professionnel. On sait qu'en France et en Europe d'une façon générale, moins que dans les pays anglo-saxons, on a le droit à l'erreur. Donc, quelqu'un qui commence à avoir un parcours atypique peut être regardé de travers et peut être éliminé sur le marché de l'emploi. En termes d'employabilité également, il y a des impacts donc qui sont liés à ce que je viens de dire. Il peut y avoir des risques juridiques non négligeables également. Sur cet aspect-là, pardon, on se remémore tous, il y a quelques mois, l'histoire de ce restaurateur qui a empoisonné, en fait, sans le faire exprès, un certain nombre de clients. Il y a également le cas des crèches, par exemple, qui est venu dernièrement sur le devant de la scène. Avant, il y avait les maisons de retraite, les chauffeurs de bus, quand ils ont des accidents, responsabilités lourdes, etc. Il peut y avoir des risques sur la santé également, selon l'environnement dans lequel on est amené maintenant à travailler. Donc au final, les conséquences, les impacts, les conséquences sont nombreuses et impactantes sur tous vos aspects de vie, professionnels et personnels. Donc il faut bien préparer la reconversion. Pour bien la préparer, il suffit de suivre un processus en 5 étapes et on va retrouver dedans des éléments classiques de gestion de projet. Tout d'abord, comme je le mentionnais il y a quelques instants, commencez par analyser votre situation professionnelle actuelle et amener à cette conclusion, c'est-à-dire que tant que l'analyse ne vous permet pas de conclure, il faut poursuivre l'analyse, l'approfondir, conclure est-ce que je dois changer de métier ou est-ce que ça n'est pas nécessaire. On va voir dans quelques instants comment. Deuxième étape, définir très précisément votre projet de reconversion. Troisième étape, préparer votre plan d'action. Quatrième, passer à l'action avec à la fois de la volonté, de la ténacité pour se tenir à votre objectif, de l'énergie, il faut un capital d'énergie non négligeable, et on pourrait ajouter, comme certains de nos témoins l'ont fait, de l'audace et du courage. Et donc, dernière étape, évaluer les résultats et puis arbitrer. Est-ce que je continue dans ce nouveau métier ou est-ce que je passe sur l'un ou l'autre de mes plans B qui eux aussi sont à lister? Et donc, ce qu'on reconnaît là, c'est qu'on a une démarche un peu classique de beaucoup de consultants. On compare la situation existante, as is, avec la situation cible, to be, et puis on va regarder comment passer de l'une à l'autre, et cela en suivant le principe classique de gestion de projet, le PDCA, plan, do, check et act. Donc, plan, planifier, do, passer à l'action, check, vérifier où on en est par rapport aux objectifs, et enfin, acte, éventuellement ajuster ses objectifs et ses actions. Donc, si je rentre maintenant un petit peu dans le détail de ces différentes étapes, première étape, donc cruciale, analyser les raisons pour lesquelles on a envie de changer de métier et donc faire deux catégories. Tout d'abord, les raisons faibles que l'on juge avec Eric trop fragiles pour bâtir une reconversion, car elles ne font que vous pousser en dehors de votre métier actuel et pas vous attirer vers un nouveau métier. Donc, on les a tous vécus. Donc, par exemple, le temps qui vous échappe, vous avez l'impression de perdre votre temps, notamment dans les transports, de manquer de temps, des fois de rater des moments précieux. Ça m'est arrivé, bien évidemment, comme chacun d'entre vous, des moments familiaux en faisant passer en priorité le travail. Il peut y avoir également l'ennui, donc qu'on appelle le bore-out. Donc, on en parle beaucoup dans le livre, et également la perte de sens faible qu'on appelle le brown-out. Donc, perte de sens faible dans votre métier actuel. La surcharge de travail, soit vous la subissez avec à la clé le risque de burn-out, soit au contraire, pour certains d'entre nous, eh bien, on l'a choisi. C'est de l'addiction au travail, souvent par peur, mais des fois parce que cette adrénaline fait plaisir, stimule. Également, les ras-le-bol que vous pouvez ressentir, ras-le-bol sur votre environnement. Je parlais des transports en commun, ça peut être les bouchons, la pollution, la course permanente et effrénée qu'on trouve moins dans d'autres, en dehors de la région parisienne, assez souvent, mais pas toujours, je ne vais pas caricaturer, la routine,
Donc, le fameux concept métro, boulot, dodo, dont on commence à avoir ras-le-bol. Également, autre raison, un mal-être léger au travail. On a tous vécu le blues du dimanche soir. On sent la boule au ventre, le stress, la peur face à la semaine qui s'annonce, à tous les problèmes, à tous les délais à tenir. Et puis, dans certains cas, ben, on ne va pas résister à l'envie de prendre son ordinateur, de commencer à traiter les mails. Donc, on l'a tous vécu quasiment. Les frustrations qu'on ressent au travail, les conflits interpersonnels vis-à-vis de son équipe, de ses collaborateurs, vis-à-vis de sa hiérarchie ou de collègues, de pairs. Parfois, une frustration liée à une rémunération qu'on juge insuffisante par rapport à l'engagement qu'on a dans son travail. Et puis enfin, bah, l'influence des autres qui peut titiller, qui peut commencer à donner envie de changer de métier. La vigilance, parce que on sait bien, c'est la formule classique, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais donc, la plupart de ces raisons sont trop faibles. Et souvent, en fait, il s'agit tout simplement ben, de travailler sur soi, seul, ou accompagné par un coach. Et puis parfois, il suffit donc de changer d'emploi, de poste ou d'entreprise, mais sans changer de métier. Donc plutôt que de faire un pas en avant, bah, de faire un pas de côté, tout simplement, et c'est suffisant. Et la plupart des raisons qui sont là, qui donnaient envie de changer de métier, tombent d'elles-mêmes. En revanche, il y a des raisons beaucoup plus fortes qui permettent là de s'engager dans une reconversion parce que vraiment elles vous attirent vers un nouveau métier. Elles mettent votre niveau de motivation au maximum et donc votre niveau d'énergie au maximum. Tout d'abord, on peut ressentir chacun d'entre nous un appel intérieur très fort, davantage de sens. Souvent, on a vu parmi nos témoins, il s'agit de servir son prochain, donc de passer dans le secteur de la santé, du social ou du médico-social. Ça peut être également de préserver la nature à l'échelle de sa ville, à l'échelle du pays, de la planète, etc. Ça peut être également un appel intérieur vers une nouvelle vie, donc un rêve, une ambition, une inspiration qu'on a à un moment. Parfois en entendant tout simplement dans la rue deux personnes parler ou en regardant des fois un film, une publicité, peu importe, en écoutant la radio. Un mot peut faire écho. L'envie d'un autre style de vie, donc le débat classique entre Paris et région, vivre à la ville ou à la campagne, vivre mer, montagne, aller chercher le soleil, se rapprocher de la nature, etc. Ou enfin, un appel intérieur, ce qui a été mon cas, vers un métier passion, une vocation, un hobby qui ne donne plus l'impression de travailler. Pendant des années, je rencontrais une personne sur 20 à peu près qui me disait ça me faisait envie. Et donc, j'avais envie de faire partie de cette catégorie petit à petit. Deuxième raison forte, eh bien, ça peut être un besoin financier particulièrement fort, beaucoup plus fort qu'avant. Besoin de gagner plus, voire beaucoup plus, pour construire sa famille, la développer, pour changer de propriété, pour se remettre aux études, pour faire des voyages ou avoir les loisirs des fois chers dont on a toujours eu envie, changer de train de vie ou partager tout simplement. Partager autour de soi avec ceux qui n'ont pas les moyens ou plus les moyens. Et donc, ça peut amener une envie forte de changer de métier, de passer d'un métier peu valorisé à un métier très bien rémunéré. On voit régulièrement toutes ces annonces sur les réseaux sociaux. Voilà, vous voulez gagner 10 000 euros par mois, c'est simple, etc. Changez, voilà la liste des métiers. Également, autre raison forte, ça peut être une raison familiale majeure. L'un de nos témoins, par exemple, a dû changer de métier parce qu'elle a divorcé de son conjoint avec lequel elle était associée. Ça peut être suite à un enfant qui a été en difficulté. Ça a failli être mon cas il y a de nombreuses années. J'étais prêt à changer de métier face à cette situation. Ça peut être le conjoint qui est muté ailleurs, dans une autre contrée. Autre raison importante, majeure, décision de votre employeur suite à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des carrières, changement de stratégie de la société et tous les cas dont on parlait avant de restructuration. Ça peut être une raison importante liée au chômage. Et donc, en constatant, en étant au chômage, que le métier que l'on avait choisi n'est plus demandé, la loi de l'offre et de la demande. On retombe sur les métiers qui ont disparu. Et donc, il s'agit de trouver un emploi dans une autre branche et plus dans sa branche. Ça peut être également la raison de l'impasse professionnelle, le mal-être lourd au travail
parce que vous stagnez, parce que vous êtes mis dans un placard, parce que vous avez atteint votre plafond de verre, plus d'évolution professionnelle permise au sein de votre groupe. Et enfin, ça peut être une raison très forte liée à la santé. La liste des exemples serait longue, mais un nouvel état de santé qui ne permet plus de mener son travail comme on le faisait jusque-là. Ça peut être la santé de l'entourage qui change drastiquement, les ascendants, les descendants, le conjoint, et puis les situations qu'on a évoquées, les situations graves de maladies psychologiques comme le burn-out et physique, ou l'addiction au travail, etc. Et d'après nous, tout cela constitue des raisons suffisamment fortes, et souvent c'est l'association de plusieurs qui permet de prendre la décision de changer de métier. Et donc après cette première étape, si la décision, la conclusion, c'est de changer de métier, il s'agit donc de définir votre projet de reconversion, le fameux plan, donc d'imaginer votre futur. Et donc, si on reprend le moyen mnémotechnique classique, quoi, combien, comment et quand, on peut répondre à ces quelques questions rapidement. Quoi faire tout d'abord? Donc, vous devez élaborer votre offre de service, mais de façon crédible et légitime, comme on le disait avant. Donc, partir de vos compétences, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, partir de vos qualités humaines que vous avez depuis l'enfance, de votre potentiel d'apprentissage et de développement, et puis de l'énergie que vous avez. Tout le monde n'a pas la même énergie. Il faut faire avec l'énergie que l'on a. Et donc, il y a des outils puissants qui sont mentionnés dans le livre, dans le guide, l'outil japonais de l'ikigai, le SWOT, la fameuse matrice des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et puis, bien sûr, comme dans toute création d'entreprise ou de nouvelle activité, réaliser une étude de marché avec des tendances, sans hésiter à regarder tous les articles qui traitent du plan de relance de l'économie pour regarder dans quel secteur votre métier pourrait être suffisamment rémunéré. Souvent, moi, je conseille aux candidats de faire l'intersection quand ils veulent choisir un métier et un secteur d'activité cible, l'intersection entre 4 listes. La liste des métiers ou des activités dans lesquelles vous avez une expertise, la liste des métiers du plan de relance de l'économie où vous pouvez justement être rémunéré convenablement, la liste des secteurs d'activité qui sont connexes à ceux que vous avez connus. Il suffit de regarder quels étaient vos clients, vos fournisseurs et dans quel secteur d'activité ils opéraient. Et puis enfin, la liste des secteurs d'activité dont vous rêvez ou vous imaginez bien avoir un métier idéal. Et donc, c'est le même principe que l'ikigai en croisant ces différentes zones, ces différents ensembles. Ensuite, à la question combien. Donc, quand on planifie son projet de reconversion, il faut se poser la question du combien. C'est-à-dire, quel est le chemin qui va m'amener de la situation existante, le as-is, à la situation cible, le to be. Et donc, il peut y avoir des étapes plus ou moins nombreuses. Il peut y avoir des formations plus ou moins longues, des autorisations à obtenir, réglementaires par exemple. Il y a un prix à payer, toujours un prix à payer en temps, en effort, en stress, en argent. L'argent ne serait-ce que pour faire de la publicité autour de soi, inviter des prospects, des clients à déjeuner, etc. Également, faire l'inventaire de toutes les conséquences. On l'a brièvement évoqué précédemment, mais sur vous, sur votre famille, les amis, sur les réseaux, les revenus, le patrimoine, etc. Et de même, quels sont les risques que je suis prêt à prendre? Quels risques financiers? On parlait de revenus. Quels risques juridiques? On les a évoqués. Quels risques personnels dans ma vie personnelle? Et ne pas oublier, sur la question du combien, de se fixer des objectifs. Bien sûr, se fixer des objectifs opérationnels. Combien de contrats, par exemple, je veux signer par mois? Des objectifs commerciaux. Combien de nouveaux clients je veux gagner tous les mois? Et puis des objectifs financiers. Quel niveau moyen de revenus par contrat? Quel niveau de rentabilité pour mon activité? C'est-à-dire quel produit, quelle charge? Donc, c'est à vous de vous fixer ces objectifs. Il est impératif de se fixer des objectifs et de voir après si on les atteint ou pas. Il y a également la question du comment. Donc, pour planifier votre projet, il est crucial de commencer par faire adhérer l'entourage familial. On peut difficilement réussir sans le support affectif, au minimum, de sa famille. Également,
dans l'idée de se faire accompagner, choisir de se faire accompagner ou pas. On a vu que sur notre trentaine de témoins, 1 sur 2 à peu près se fait accompagner. Donc on ne se fait pas accompagner quand on a beaucoup d'expérience, quand on capitalise sur une expérience, par exemple, et puis on se fera accompagner quand on change radicalement et qu'on se sent moins bien outillé. Se faire accompagner par un coach, par quelqu'un comme Eric, ça permet tout simplement de gagner énormément de temps, de ne pas s'épuiser, de voir assez rapidement les résultats que l'on peut engranger. Et donc passer en mode projet, le fameux PDCA, et puis ne pas oublier de lister des plans B, les positions de repli. On en parlera plus tard. Sur la question du quand, il est important de prendre son temps, mais pas trop longtemps. Alors, je vais citer 2 éléments importants. En matière de recrutement, et ça fait bien des années que je l'applique, quand j'étais candidat et maintenant en chasse de tête, le plan en début de recherche, le temps, pardon, le temps en début de recherche est un allié. On prend son temps pour peaufiner son projet, sans convaincre, être convaincu pour pouvoir convaincre les autres. Mais après, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon le temps devient un ennemi. On commence à s'épuiser, à perdre confiance en soi, à se demander si on pourra prendre un nouveau poste. L'autre élément, j'ai lu cette formule il y a quelques jours seulement, la plupart d'entre vous la connaissent sans doute depuis longtemps. Je suis tombé sur la phrase la rue plus tard amène à la place jamais. Donc en fait, un peu comme le font les Américains, ils ont la réputation de passer 10% du temps à réfléchir à leur objectif et 90% à passer à l'action, alors que les Européens, notamment les Français, ont plus la répartition, comment dirais-je, plus l'image de procéder à l'inverse, 90% de préparation, 10% d'action. Là, donc, il faut prendre son temps, mais pas trop longtemps, c'est important. Étape 3, donc préparez votre plan d'action. Donc, sur les actions, il s'agit donc de planifier tout d'abord toutes les étapes des actions. Donc, quelles actions je dois mener, quelle durée, pour quel délai, quelle date butoir, quel résultat j'en attends, qui doit m'aider sur telle ou telle action, sans oublier, c'est un peu ma déformation professionnelle d'ancien DAF, mais un plan de trésorerie. On rejoint le combien, il est important de faire l'exercice jusqu'au bout. Donc, quels objectifs commerciaux, financiers, quel plan de trésorerie. Ça, c'est important pour ne pas se mettre en risque et pas mettre la famille, foyer fiscal en risque. Également, de prévoir dans les étapes de la souplesse, c'est impératif, on sait qu'il y a toujours des imprévus. Ensuite, il s'agit d'identifier bien sûr tous les moyens, vos bases d'appui. Donc les aides financières, bien sûr les banquiers, Pôle emploi avec l'ACRE, l'allocation de retour à l'emploi, mais également ça peut être tout un tas d'autres organismes, les régions, les départements, la BPI, la Banque pour l'innovation. Ça peut être toutes les aides également que vous pouvez tirer de vos réseaux physiques, mais également de certains réseaux sociaux. On peut penser au crowdfunding par exemple. Les formations que vous devez suivre pour être certifié, pour être crédible dans votre nouveau métier, certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, certains sont financés en tout ou partie. Et puis, tous les moyens, tous les outils que vous devez préparer, que vous devez acquérir, outils de travail, outils de communication, ne serait-ce que le téléphone portable que vous aviez avant, téléphone société qu'il faut acquérir, l'ordinateur, un outil de CRM. Moi, j'ai pris un outil de CRM au bout d'1 an. Si j'avais su, je l'aurais pris dès le début, sans attendre 1 an, parce qu'un fichier Excel, c'est bien gentil, mais pour suivre tout ce qu'on doit suivre en matière de gestion de son portefeuille client, ça ne suffit pas. Un outil de facturation, tout ce qui est outil de comptabilité, fiscalité, etc., votre site internet éventuellement, une voiture, on n'a plus de voiture société, il faut s'acheter une voiture, des cartes de visite, etc. Et puis bien évidemment un local, que ce soit chez vous, une pièce à aménager, que ce soit chez un prospect, un client, un ami, ou même votre ancienne société. Il faut également préparer le départ de son ancien métier. Donc transmettre dans les règles de l'art vos dossiers, partir en de bons termes, communiquer positivement. On sait que c'est crucial de garder le contact et de partir en bons termes parce que dans certains cas, l'un des plans B, c'est de revenir dans votre ancienne société, en accord avec votre société, de revenir dans votre ancien métier. Donc, on le voit régulièrement. Et puis, capitaliser sur toutes les compétences que vous avez acquises et sur les outils que vous pouvez transposer à votre nouveau métier. Enfin,
Il s'agit de revoir toute votre organisation personnelle, donc en accord avec la famille ou avec vos proches, les aspects logistiques de lieu de travail, de déplacement, moyens de transport, les horaires, puisque les horaires de votre semaine de travail vont nécessairement changer, souvent davantage d'heures ou des heures décalées, mais bien évidemment, assez souvent, au moins pendant les premiers temps, il peut y avoir à travailler le week-end, voire même les congés pour faire son administratif, sa comptabilité, pour développer sa prospection commerciale, prendre du recul par rapport à l'opérationnel. Donc voilà sur cette étape 3 de la préparation du plan d'action. Puis après, on passe à l'action. On passe à l'action. Et donc là, ce que l'on constate, et tous les témoins l'ont dit, en fait, il n'y a pas, souvent on nous demande quel est le bon moment pour se reconvertir. Ben, en fait, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de moment idéal. En fait, le moment idéal, c'est quand vous le sentez, quand vous vous sentez suffisamment confiant. Mais vous n'aurez jamais toutes les réponses. Vous ne pourrez jamais démarrer en étant totalement sécurisé. À un moment, il faut se jeter à l'eau. Et donc ça, tout le monde le dit. Communiquez sur votre nouveau positionnement. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle le marketing personnel, avec bien sûr un nouveau CV, mais aussi bien sûr la fiche réseau, ou qu'on appelle aussi plateforme projet, qui est indispensable pour indiquer de façon rapide à quelque interlocuteur que ce soit ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire, et puis votre pitch, le pitch commercial. Je me souviens, il y a de nombreuses années, à un salon des créateurs d'entreprises, eh bien, quand on posait la question aux créateurs, bah, quel est le facteur clé de succès pour que votre nouvelle entreprise démarre? Bah, ce n'était pas la bonne idée. Pas la bonne idée de service ou de nouveaux produits, mais c'était la qualité du pitch, la qualité de l'histoire que l'on raconte. Également, communiquer sur les réseaux, bien évidemment, réseaux personnels et professionnels, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, avec un élément important, le Social Selling Index. Donc, je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder ce que ça signifie et comment maximiser cet indice de notoriété et d'activité sur LinkedIn pour pouvoir ressortir plus facilement sur les moteurs de recherche, être visible, développer votre notoriété et donc votre activité professionnelle. Bien sûr, communiquer auprès de vos prospects clients, mais aussi, parfois, ce sont des prospects, ce sont parfois des apporteurs d'affaires, et bien vos banquiers, vos assureurs, Pôle emploi et autres. Il s'agit d'aller chercher tous les moyens, puis de gérer vos moyens, de les gérer de façon efficiente, donc à la fois efficace, mais au moindre coût. Donc en y passant le moins de temps possible, en payant le moins cher possible, mais en veillant à la qualité quand même de ces moyens. Donc de bien gérer les moyens, d'exécuter tout votre plan d'action, mais aussi de communiquer régulièrement auprès de votre entourage, notamment sur vos succès, sur toutes les étapes que vous franchissez, sur chaque action qui est réalisée, qui est réussie, en veillant à ne pas être anxiogène tout en étant transparent. Suivre votre plan d'action et donc de comprendre pourquoi je suis arrivé à tel résultat et pas à tel autre que j'avais prévu. Donc de comprendre les écarts, de voir pourquoi vous avez des écarts. Quelles ont été les nouvelles menaces que vous avez rencontrées? Est-ce que vous pouvez les transformer en opportunités? Il y a le cas classique qu'on a rencontré chez certains témoins où quelqu'un ouvre un commerce et puis un commerce concurrent va ouvrir dans la rue peu de temps après. Donc, comment on le transforme en opportunité? Est-ce qu'on passe un accord avec l'autre? Est-ce qu'on choisit un positionnement un peu différent? Est-ce qu'on décide de s'envoyer les clients à l'un et à l'autre en fonction de son positionnement un peu différent? Il s'agit également d'ajuster le plan d'action si besoin, voilà, en fonction de ces menaces et opportunités. Et donc, je vais partager avec vous quelques citations. Tout d'abord, donc ça, c'est une citation qui vient de l'amiral Raven, Mac Raven. Je vous encourage, si vous voulez trouver de l'énergie facilement, à regarder la vidéo de l'amiral Raven qui s'intitule Les 10 leçons de vie. Et donc, où il explique que votre succès ne dépend pas que de vous, mais dépend aussi et surtout des autres. Donc ça, c'est un élément important. Une autre citation, la vie mettra des pierres sur ta route, à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Et donc ça, contre toute attente, c'est Coluche à qui on prête ces mots. Et enfin, la dernière, qui vient de l'un de nos témoins,
La formule pour avoir du succès est très simple. On met quelque chose en place. Si ça marche, on continue. Sinon, on pivote. Et on continue cette formule jusqu'au succès. Ce qui est intéressant, c'est que ce témoin, lui, avait pour métier d'être handballeur professionnel et il est devenu recruteur. Et donc, il s'inspire, il transpose sa compétence du handball après son changement de métier. Cinquième et dernière étape qu'on peut vous proposer, d'évaluer les résultats et d'arbitrer. Arbitrer, là aussi conclure, est-ce que je continue dans mon nouveau métier ou est-ce que je passe à l'un des plans B? Et donc, si la réorientation finalement ne fonctionne pas, eh bien, il faut l'accepter. On a tout tenté, on a fait tous les efforts, on s'est fixé un délai, mais au bout de ce délai, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et dans ce cas-là, on peut se rappeler la phrase de Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et il suffit dans ce cas-là de faire l'inventaire de tout ce que vous avez appris, les savoirs, savoir-faire, savoir-être que vous avez développés, les nouveaux réseaux que vous avez pu mettre en place, etc. Et donc, vous en retirez toujours quelque chose. Il y a quelques années, et encore de temps en temps, régulièrement, certains candidats me disent, ah, pendant quelques années, j'ai créé ma société, ça a été un échec, ça n'a pas marché. Et là, à tous sans exception, je mets un temps d'arrêt et je reparle de cette phrase et je les aide à positiver ou je les incite à travailler sur la façon de valoriser cette expérience. Et donc, il s'agit d'envisager les plans B qu'on a listés lors de l'étape 1 et donc de regarder quelles sont les alternatives qui s'offrent à soi. Est-ce qu'on revient, dans certains cas, à l'ancien métier, mais sans le considérer comme un échec, mais comme une expérience enrichissante qu'on a vécue. Et puis parfois, c'est un autre plan B qui se présente. Et donc, les risques se transforment en nouvelles opportunités. Donc, on le voit dans certains métiers. Certaines personnes, notamment, qui voulaient fonder des réseaux de crèches, qui se sont heurtées à toutes les barrières à l'entrée en termes de réglementation et qui finalement ont décidé de devenir consultants, de donner des conseils pour aider les créateurs d'entreprises à gagner du temps en se renseignant sur toutes les barrières à l'entrée, que ce soit crèche ou autre, et puis à s'en accommoder et à surmonter ces barrières à l'entrée. Donc parfois, ce risque, un risque inattendu, trop de barrières à l'entrée peut être transformé en opportunité et en un nouveau métier que l'on va tester. Alors, l'une des dernières questions, qui peut être concernée par la reconversion? Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, la reconversion peut toucher quasiment tout le monde. On trouve des jeunes, 25 ans, voire même 21 ans, jusqu'à des personnes plus de 60 ans et davantage. Mais souvent, la reconversion, c'est vers 45, 50 ans. Moi, dans mon cas, c'était 51 ans. Souvent, la reconversion, ça va être en changeant de région, de Paris vers les régions. On a moins souvent noté des reconversions qui amenaient à changer de pays. Toutefois, l'un de nos reconvertis, qui avant, dans le passé, était directeur artistique dans une grosse agence de publicité, est devenu guide de survie. Et donc, il passe davantage de temps à l'étranger maintenant pour former des groupes, que ce soit en France ou à l'étranger, dans des environnements plus ou moins hostiles. Ça peut également vraiment concerner tous les métiers. Souvent, comme je le disais en préambule, dans le cadre de la quête de sens, des métiers tournés vers l'individu, vers la rencontre, vers la santé, une meilleure alimentation, davantage de bien-être, ou davantage de fun avec les loisirs, ou davantage de soucis de l'environnement avec la nature qui est plus présente dans son nouveau métier. Et donc la liste est longue, je n'ai pas listé les 31, mais on a une banquière qui est devenue coach, un autre banquier qui est devenu fromager, on a un directeur commercial en logiciel qui est devenu vigneron. On a l'un de mes anciens clients qui était directeur au sein d'un gros cabinet de conseil en transformation, qui est devenu apiculteur et gestionnaire de maisons d'hôtes, mais qui en même temps continue son ancien métier en parallèle, etc. Et on a une gendarme, une jeune femme gendarme qui est devenue vendeuse à domicile et qui aujourd'hui, en fait, pilote, manage plus de 30 personnes et donc qui est tout à fait épanoui dans ce nouveau métier, sans regretter son ancien métier. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ces aspects
qui ont été survolés, ben, c'est que globalement, changer de vie pour une vie meilleure est tout à fait possible. C'est tout ce que les témoins dans le guide, ainsi que moi-même, Éric Legendre, et puis les personnes qui ont rédigé la préface et la postface du guide le disent, on peut tout à fait changer de métier. Toutefois, il y a un prix élevé à payer. C'est clair, on a parlé d'efforts, de stress, de risques qui sont pris. Mais au final, le jeu, pardon, en vaut la chandelle. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. Il y a toujours des tâches rébarbatives, ennuyeuses, des moments de stress. Certes, souvent on n'a plus de patron, mais on a des clients, etc. Mais le jeu en vaut la chandelle. Globalement, le leitmotiv, c'est que les gens sont plus épanouis, plus heureux, plus sereins et se sentent la bonne personne à la bonne place. Et puis enfin, quand on passe par cette expérience, qui est vraiment toujours intéressant, je reviens sur le partage, c'est de partager cette expérience avec d'autres porteurs de projets, d'aider les gens qui sont épuisés ou plus motivés par leur poste, par leur métier actuel, et puis de les faire passer dans cette catégorie de personnes qui n'ont plus l'impression de travailler au quotidien. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'ai essayé de faire cela de façon assez synthétique, de partager le maximum de choses. Bien sûr, ça reste succinct par rapport à toutes les questions que vous pouvez avoir et à tout ce que vous pouvez trouver dans le livre. Mais voilà, voilà ce que je pouvais partager avec vous ce soir. Donc maintenant, je vais laisser la parole à tous ceux qui ont des questions, si vous le souhaitez. Est-ce que Michel, tu veux prendre le relais ou quelqu'un d'autre? Alors, non, moi, je voulais, je dirais, apporter quelques petites informations qui peuvent, je dirais, intéresser les participants ce soir. On a parlé de CRM et donc je voulais rebondir sur la recherche d'emploi, un outil de CRM qui est assez adapté, qui permet à la fois de suivre ces différentes pistes parce que on s'aperçoit rapidement que quand on cherche un job, ben, on lance pas mal de fer au feu et que ça devient un peu difficile à tenir et puis que parfois Pôle emploi nous demande des justificatifs. Donc un site qui est bien fichu et qui a également pas mal de conseils, puisque en fait Hervé Baumler il participe régulièrement pour développer des conseils. C'est le site Job Finder, donc regardez-le, connectez-vous. Il y a une petite prime. Vous pouvez avoir accès au site gratuitement pendant un mois pour voir un petit peu comment il fonctionne et ce que ça vous apporte. Et puis après, si vous arrivez en mentionnant le fait que vous avez donc suivi des conférences avec Intermine, vous aurez un petit discount en fonction de l'école et des écoles dont vous êtes issu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Mais n'hésitez pas à... Alors, on parle de questions, mais ça peut être aussi des échanges, hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez déjà vécu une reconversion plus ou moins bien réussie, si vous voulez partager voilà, ce que vous avez vécu, vos craintes pour l'avenir, n'hésitez pas à, voilà, n'hésitez pas à rebondir et à partager vos expériences, c'est toujours intéressant. Didier Cariou, j'ai une question pour Richard, s'il vous plaît. Oui. Merci pour votre présentation, tout d'abord. Vous Merci. avez évoqué au début de votre présentation le fait d'avoir bénéficié de 4 années d'assurance chômage. Vous avez dit, je pourrais y revenir. Vous pouvez préciser ce que ça vous a Oui. apporté? Vous avez évoqué l'ACRE. Voilà. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions à ce sujet? Alors, merci pour cette question. Effectivement, ça a été majeur. Malheureusement, la réglementation a changé depuis, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, pendant de nombreuses années, j'ai capitalisé des droits au chômage. Et donc, je bénéficiais de 2 années de droits au chômage. À partir du moment où j'ai été au chômage, je ne l'ai été que pendant quelques mois.
Et donc, après une période de carence, j'ai tiré en matière de droit 3 mois uniquement de droit à chômage. Puis après, j'ai travaillé 2 ans et demi. Plus de 2 ans, j'ai recapitalisé 2 années de droit à chômage. Et donc, quand je me suis retrouvé au chômage, que j'ai quitté mon dernier poste de DAF, j'ai pu bénéficier de la première période de 2 ans moins 3 mois, plus droit à rechargement, c'est la terminologie Pôle emploi, à nouveau de 2 ans de chômage, et même, cerise sur le gâteau, j'étais en fin de droit, période de Covid, le gouvernement avait octroyé 3 mois de gratuité supplémentaire, 3 mois de droits supplémentaires. Et donc tout ceci sans dégressivité des allocations. Maintenant, malheureusement, la loi a changé. C'est beaucoup moins. Et en plus, avec le projet de loi du gouvernement actuel qui veut euh, considérablement réduire les allocations chômage des seniors en faisant passer de 2, 3 ans à 18 mois maximum les droits et en les rendant dégressifs, eh bien, on est bien loin, malheureusement pour les nouveaux porteurs de projets de reconversion, bien loin de la situation dont j'ai bénéficié. D'accord, c'est très clair, hein, merci. Je comprends mieux le contexte dans lequel vous avez pu bénéficier de ces dispositions. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, donc Boris Stevanovic. J'avais aussi une question parce que je suis en pleine phase de reconversion de statut salarié à entrepreneur. Et je voulais savoir, en fait, à un moment, on se pose des questions, en fait, on a des doutes. Quels sont vos conseils pour gérer ces doutes, en fait? Parce que à un moment, effectivement, il y a une question de temps, hein, comme vous le dites. À un moment, bon, ben, faut avancer. Et puis, il y a parfois des revers. Et on se dit, est-ce que finalement, on ne devrait pas revenir en arrière? Et voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a toute cette question, effectivement, de doute qu'on se pose. Et on se demande, effectivement, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on revient? Voilà, Ouais, c'est assez. ouais. Alors, merci pour cette question, Boris. La réponse peut être extrêmement large. Je vais essayer d'être le plus concret possible dans la réponse. Tout d'abord, à mon avis, ce qui est important, c'est d'emblée, si on a pu le faire, de s'être mis de côté une sorte de matelas de sécurité financier qu'on peut convertir en durée que l'on se donne par rapport à son ancienne rémunération et à ses besoins. Dans l'idéal, si on peut abaisser son niveau de besoin mensuel, ça permet de se donner une durée plus longue. Deuxième chose, également, je pense que ce qui est indispensable dans ce cas-là, c'est de faire des rencontres, éventuellement de trouver quelqu'un pour vous accompagner, vous donner des conseils, quelqu'un qui passera un peu de temps avec vous pour vous aider à réfléchir et à faire émerger la solution. Troisième chose, bien évidemment, d'avoir l'adhésion de l'entourage familial ou des proches pour savoir quel est le temps dont vous disposez. D'accord? Ça, c'est important d'avoir cette réponse. Également, dans le guide, vous trouverez bien sûr des éléments sur les formats adéquats ou pas. Mon dernier élément de réponse à ce stade, c'est plus de partir dans l'idéal, si vous le pouvez, sur une reconversion progressive en faisant varier le mix, donc avec un ancien métier, un nouveau métier. Par contre, si vous avez déjà quitté l'ancien métier, eh bien, ce que font plusieurs des candidats dont je m'occupe, c'est qu'à la fois, ils ont ce projet de création d'entreprise, ils sont en train de lever des fonds, mais à partir du moment où le projet commence à durer, ou en ce moment, j'ai plusieurs sociétés, prospects que j'aide à lever des fonds, il y a beaucoup de retard dans les levées de fonds en ce moment, eh bien, ils se remettent consultants ou managers de transition pour se générer des revenus. Et donc, ils font les deux en parallèle, ce qui permet de prolonger la durée pendant laquelle vous vous donnez la chance de changer de métier, développer votre entreprise. Et après, il va y avoir vraiment cette notion, l'union fait la force, de trouver un peu, je vais prendre l'image de la diligence. La diligence, elle avance plus vite quand il y a plusieurs chevaux. Et donc, l'idée, c'est de trouver de temps en temps du sang neuf, un nouveau partenaire,
de trouver des apporteurs d'affaires ou un nouvel associé en le choisissant bien. Dans l'idéal, surtout pas choisir un associé qui vient de votre milieu familial ou amical, mais dans l'idéal, un ancien collègue avec lequel vous êtes déjà passé par des situations de stress en entreprise et vous avez vu comment il gère son stress et comment il gère les crises. Donc voilà un peu à chaud les quelques conseils que je pourrais vous donner. N'hésitez pas à me recontacter les jours qui viennent, Boris. D'accord, merci beaucoup. Est-ce Ouais, qu'il y a j'aurais d'autres? une question qui est liée à celle de Boris, qui est peut-être plus psychologique. En fait, c'est comment vaincre la peur de se lancer, parce que c'est vrai que il y a la peur de pas avoir assez de revenus, la peur de l'image qu'on peut donner à l'extérieur, enfin tout un tas de peurs. Et est-ce que c'est quelque chose dont vous parler, quels sont un peu les conseils que vous pouvez donner par rapport à ça? Parce que finalement, on peut passer beaucoup de temps sur l'élaboration d'un nouveau projet, et puis finalement, au moment de basculer, renoncer parce que il y a ces peurs et ces croyances, il y a des croyances qui peuvent surgir. Mhm. Alors, donc, question cruciale. D'autant plus que moi-même, à titre personnel, j'ai fait l'inventaire de mes peurs il y a quelques années, la liste est interminable. De même, par des formations professionnelles au-delà de ma personnalité, ben, j'ai toujours été rémunéré pour évaluer le risque maximum, pour anticiper les peurs. Donc, pour répondre à la question, il y a plusieurs aspects. Moi, je dirais que euh, effectivement, si la peur est trop importante, il ne faut pas y aller. À partir du moment où la peur devient raisonnable, il faut y aller. Au même titre qu'un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui a la capacité à prendre des risques. C'est ça l'entrepreneur. Donc, la peur, faut qu'elle devienne raisonnable. Mais de même, on le voit en entreprise dans les métiers qu'on a. On a toujours de la peur. Il faut pour les dirigeants, les directeurs, les managers, être capable de prendre des décisions, souvent avec peu d'éléments, avec peu d'informations, et de prendre des décisions vite. Et on a toujours la peur de se tromper, de faire des erreurs. Pas des fautes, mais des erreurs. Et donc, dans ce cas-là, il y a un niveau d'information minimum pour avoir une peur acceptable. Je dirais que c'est un petit peu comme un ensemble de feux. Plus sur le tableau de bord il y a de feux verts qui s'allument, plus on va pouvoir y aller, mais il n'y aura jamais tous les feux au vert. Donc il y aura toujours une peur résiduelle. Après, moi je dirais que l'élément principal pour moi qui a vaincu ma peur, c'était l'aspect financier, le fait que j'avais ce chômage, mais également que je savais dans mon entourage qui pourrait venir à la rescousse si besoin pour m'aider financièrement si c'était nécessaire. Donc voilà un peu quelques éléments de réponse, sans doute pas tous, mais voilà globalement ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Suspense? Alors, je ne vois pas de questions sur la messagerie non plus. Vous C'est que je avez vais parlé de l'ikigai, Richard. Oui, Tout le monde ne connaît pas forcément cet outil de connaissance de soi, donc si vous pouvez en dire quelques mots, puisque vous l'avez oui. mentionné. L'ikigai, ça consiste à trouver son nouvel objectif. Donc souvent, ça peut être soit son nouveau poste, son nouveau métier. Donc là, on parle de métier ce soir, en faisant l'intersection entre plusieurs ensembles. C'est-à-dire, je dois l'avoir ici sur le livre et vous le trouverez facilement sur Internet. On fait l'intersection entre le métier que l'on aimerait faire, le métier que l'on sait déjà faire, le métier pour lequel on peut être payé, suffisamment de moyens financiers, et puis le métier qui va apporter quelque chose à la planète ou à l'humanité, le métier qui a du sens. Pour simplifier, on fait l'intersection entre tout ça
Et puis, ça permet, au croisement de cette fleur, ça se présente comme une fleur à 4 pétales qui eux-mêmes seront redécomposés, d'avoir d'avoir son nouveau métier, sa cible, le fameux to be en matière de métier. Donc, il y a plusieurs livres sur l'ikigai et sur Internet, vous le trouvez également. Au-delà du livre, c'est un outil puissant. Moi, plusieurs fois par an, au-delà de la chasse de tête, je vais faire des opérations coup de pouce pour aider des candidats qui s'essoufflent un peu dans leur recherche, avec une méthode, elle aussi en 5 étapes qui sont différentes de celles que j'ai mentionnées, à rebondir, à trouver du travail. Et donc, l'ikigai fait partie de l'une des premières étapes, parce qu'effectivement, il faut bien déterminer sa cible, la cible que l'on a professionnelle, avant de décliner tous les outils, CV, fiches réseau, et puis avant de démarrer sa stratégie de recherche et puis sa recherche. Donc l'ikigai, c'est un point de départ. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit j'ai été extrêmement clair, peut-être trop clair, soit personne n'ose prendre la parole suite aux différents intervenants, Didier, Boris, etc. Soit vous partez du principe que vous pouvez me recontacter dans les jours qui viennent hein, sur LinkedIn, je l'ai dit, je le répète, n'hésitez pas, je fais au mieux pour répondre assez régulièrement, avec un temps de latence que je juge raisonnable. Mais n'hésitez pas à me solliciter. Moi, je voudrais juste faire part d'un témoignage. Oui, J'ai connu l'UFF il y a une bonne dizaine d'années, à un moment donné où je recherchais un poste de directeur financier. J'étais directeur financier et voilà, je suis allé vers un projet plus entrepreneurial de création de société d'édition en mode crowdfunding et ça n'a pas fonctionné. Mais pour le coup, il faut vraiment valoriser ces périodes, en tout cas ces expériences qui n'ont pas forcément fonctionné. Et c'est ce que je m'emploie à faire quand je me présente, bien évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, hein. C'était génial. Deuxième point, j'ai rebondi de directeur financier à nouveau sur un métier totalement différent qui était le courtage en prêt et l'investissement immobilier. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et voilà, et maintenant, je change à nouveau. Donc, pour vous dire, j'ai déjà fait le changement. Ça s'est bien passé pendant 10 ans. Un événement familial, personnel et un marché qui se cassait la figure aussi, hein, pour être réaliste, m'a fait évoluer vers autre chose. Voilà, aujourd'hui, je suis étudiant en alternance. J'ai fait de la finance d'entreprise, j'ai fait de la finance des particuliers. Aujourd'hui, je suis étudiant en finance durable. Voilà. Et donc, je refais un master. Et tout ça pour dire que l'histoire de l'Ikigai, c'est un peu avec moi la finance. Le sens pour moi, c'est sauver la planète. Enfin, ça se dit pas comme ça parce que la planète ira très bien sans nous, même beaucoup mieux. C'est sauver l'humanité qui est sur la planète. Là, c'est le vrai point. Euh, alors et Jérôme, oui. il y a un autre point que je voudrais souligner, c'est le regard des autres à chaque fois que vous changez. Euh, on a peur du regard des autres. Il y avait une question qui était un peu là-dessus tout à l'heure. Et en fait, il ne faut pas avoir peur du regard des autres parce que eux-mêmes se sont certainement déjà posé la question, mais n'ont jamais osé franchir le pas. Et en fait, les autres, ils ont plutôt tendance à vous admirer. Et ça, c'est un point vraiment important. Exactement. Alors, Jérôme, merci beaucoup pour votre témoignage. Pour moi, le premier commentaire, c'est que tout le monde dans l'auditoire perçoit à travers votre témoignage l'énergie positive et l'enthousiasme que vous dégagez. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est à la fois ce qui est nécessaire pour changer de métier et à la fois ce que ça vous apporte.
en changeant de métier. Et donc là, je suis sûr que voilà, en redevenant étudiant, en repartant sur les bancs de l'école, ben, vous rajeunissez. Et donc, mon deuxième commentaire, par rapport à ce que par rapport à ce que vous disiez à l'instant, d'ailleurs, j'ai perdu le fil, ça doit être la fatigue. Qu'est-ce que vous disiez en deuxième partie? J'ai failli vous interrompre. La confiance en soi, le regard des autres. Alors, très important aussi, alors on en parle un peu dans le guide, le regard des autres, effectivement, comme vous le disiez à juste titre, ça se transforme tout de suite parce que il faut le courage et l'audace qu'on évoquait. Il y a très peu de personnes qui ont le cran quand même de changer de métier, même s'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, mais à l'échelle de la population, ça reste mineur. Et donc souvent, effectivement, la défiance, le jugement, eh ben, se transforme en admiration. Et bien souvent aussi, ben, il y a même de la jalousie. C'est pour ça que je parlais de risque amical aussi. Parfois, des amis deviennent jaloux de vous, de votre réussite, quand vous avez changé de métier, commencent à en avoir assez, que vous parliez de votre nouveau métier, etc., etc. Donc c'est un point de vigilance. Mais le regard des autres aussi, quand vous démarrez dans un nouveau métier, ça permet aussi de gagner en humilité, ça permet de diluer son ego. Il n'est pas rare, quand on est au top dans un métier donné, quand on est arrivé au sommet, je me souviens d'un candidat qui avait utilisé le terme «je suis à l'Olympe de mon parcours, j'en revenais pas», et bien que ça fait redescendre de quelques étages, ça permet de gagner en humilité, de dissoudre son ego, et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages à partager ou d'autres questions? Oui, peut-être Jean-Michel, je suis en Guadeloupe. Voilà, donc vous Bien. vous avez peut-être un peu froid. Moi, je suis installé en Guadeloupe. En fait, c'est plutôt un témoignage, puisque c'est la question, Richard, que vous posiez. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes à différents postes, DRH, directeur des achats. Et puis, j'ai accompagné mon épouse sur une activité pour ouvrir une activité de tourisme sur la Guadeloupe. Donc, on est parti from scratch, comme on dit. Voilà. Et donc, ça fait 6-7 ans que nous faisons l'activité. À côté, j'ai développé une activité de conseil qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Donc, une totale reconversion à 100%. Oui, à 100%, je ne sais même pas si c'est 100%, mais on ne connaissait pas ces métiers-là. Et aujourd'hui, on est en train de se reconvertir encore une fois de plus. Voilà, parce qu'on a envie d'autres projets. Donc, moi, j'ai 54 ans et nos enfants nous manquent. Voilà, un des critères que vous mentionnez, réfléchissez bien ce qui est important pour vous. Ils sont un peu loin. Et donc, de repasser à l'action sur un autre projet, que ça peut être entrepreneurial, ça peut être aussi redevenir salarié, quel qu'en soit. Moi, le retour d'expérience que j'en fais, c'est premièrement, oui, effectivement, ayez une petite précaution financière, hein, parce qu'effectivement, quand on crée votre activité professionnelle, effectivement, alors, ça commence doucement, puis après, ça peut accélérer très vite. Donc, il faut pouvoir tenir. Nous, on avait des enfants donc, qui faisaient des études, donc il faut aussi financer les études. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut bien, bien intégrer. Le fait que quand on est salarié et qu'on va sur de l'indépendance ou chef d'entreprise, on découvre des dynamiques, des manières de fonctionner qui sont plus les mêmes qu'on avait quand salarié. Moi, ce qui m'a marqué, c'est, on parle souvent de salaire, mais quand on est chef d'entreprise, on parle de revenus. Si je vous donne mon salaire aujourd'hui, vous allez pleurer. Il est très petit, mais je me paye différemment. Voilà, au travers de dividendes, au travers d'avantages à nature. Donc, en fait, ça peut parfois être déroutant quand on a ces éléments-là et on a peur en se disant, oh là, j'avais un salaire de cadre sup, cadre dirigeant et d'un coup, je vais me retrouver à pas grand-chose. Donc, prendre bien du recul sur ces éléments-là. Et ce sont des expériences. Même s'il y a un échec, ce sont des expériences et je pense que l'entrepreneuriat est vraiment une source d'apprentissage déjà pour découverte personnelle. Parce que moi, je voulais tester, j'avais peur. Je m'étais dit, j'ai envie de devenir indépendant, enfin, chef d'entreprise, mais j'avais peur.
J'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur de l'échec, j'avais peur du qu'en dira-t-on. Et en fait, on apprend énormément. Et aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants, enfin des chefs d'entreprise en tant que coach au sein de l'association 60 000 rebonds qui sont en échec. C'est comme ça qu'ils le vivent. Mais en fait, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et vous l'avez très bien dit, dans les pays anglo-saxons, on n'est pas un bon chef d'entreprise tant qu'on ne sait pas casser la Mais oui, pipe. mais Voilà, oui. tout simplement. Donc, je voulais juste partager un peu avec vous. Hum. Il y a plein Mais- d'activités, il y a plein de choses à faire, mais il y a une analyse de risque à faire ouais. derrière et sécuriser un peu ses arrières. Mais ça en vaut la chandelle. Voilà. Merci pour ce témoignage, Jean-Michel. À nouveau, tout le monde le note, hein. On sent en vous toute toute cette énergie, tout cet enthousiasme. On fait le constat que c'est une vie plus riche, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel, sur le plan psychologique. On sent aussi, moi, ce que je vois parmi les reconvertis, que même à nos âges, hein, j'ai eu 56 ans il y a quelques jours, vous en avez 54, vous n'êtes pas très loin, on ne pense pas à la retraite. On a envie de continuer. Et donc, tous ces entrepreneurs ou toutes ces personnes qui changent de métier, ils trouvent tellement d'épanouissement qu'elles veulent continuer, continuer, et que ça devient énormément d'adrénaline. Et puis qu'après, vous parliez de vos enfants, c'est essentiel. Eh bien, on peut faire rejaillir toute cette énergie auprès de l'entourage et on peut d'autant plus aider autour de soi par les conseils, par l'exemplarité. Oui, ça c'est important aussi. C'est que souvent on devient un exemple pour d'autres et on donne envie à d'autres. Voilà les quelques commentaires que je peux faire. Mhm. Il y a un élément que je voudrais rapporter, c'est la partie financière. Souvent, quand on crée une entreprise, effectivement, on cherche des fonds. En fait, je vais être un peu trivial dans ce que je vais dire. En fait, de l'argent, il y en a plein. Il y en a plein. C'est pas l'argent qui manque, c'est les bons projets qui sont pas. Donc, que ce soit en termes, je veux dire, d'investisseurs privés, ou que ce soit en termes publics. Si vous prenez par exemple le fonds, enfin le France 2030 qui a été lancé par le président Macron, il y a quand même 54 milliards qui sont sur la table et il y a énormément de projets. Bien évidemment, il faut être sélectionné. Mais je veux dire, je pense qu'on a des têtes bien pensantes autour de cette soirée. Il y a des éléments, il y a des métiers, il y a des secteurs d'activité qui demandent, quel que soit l'âge, ce n'est pas un problème d'âge. Donc, effectivement, moi, j'ai constaté que derrière, quand on a un bon projet, au final, c'est plutôt sélectionner les investisseurs qui veulent vous donner de l'argent que plutôt ne pas en avoir. Alors, c'est facile à dire. Je suis d'accord avec vous. C'est très compliqué des fois de le croire. Mais c'est le retour d'expérience que j'ai moi aussi en local ou même puisque j'accompagne des startups en France aussi. Tout à fait. Et je rebondis aussi sur ce que vous disiez avant. Effectivement, on ne se rémunère pas de la même façon. Donc, bien sûr, par rapport au salaire net qu'on avait avant, déjà, on peut trouver des formats d'activité où on aura moins de charges sociales. Deuxième chose, effectivement, on peut se rémunérer en avantages en nature, des frais divers et variés, de déplacement, d'hôtels, d'indemnités kilométriques et autres, qui font que finalement, on peut se faire facilement 20-25% de sa rémunération sous cette forme, en restant raisonnable sur le plan fiscal. Tout à fait. Également, vous parliez des dividendes, c'est une option. Il y a également toute la capacité à mettre de l'argent de côté en optimisant avec un plan épargne-retraite, par exemple, ou en faisant prendre en charge sa mutuelle, prévoyance, etc. Donc, tous ces éléments sont importants, entrent en compte. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la rémunération, eh bien, en fait, on peut aussi être amené à faire le choix de revoir à la baisse ses besoins. Mhm. Et donc, pour l'anecdote, je renvoie tout le monde à la lecture du livre de Bernard Werber qui s'appelle L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, dans lequel il donne la formule du bonheur, et vous la trouverez tous, mais une façon d'être plus heureux, c'est tout simplement de réduire ses besoins. C'est souvent plus facile, ou ça peut être plus facile que d'augmenter ses moyens et ses revenus. Voilà. C'est un bon commentaire. C'est en particulier parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est au cadre sup, cadre dirigeant, donc avec des salaires, quand on est salarié, en particulier dans une grosse structure, assez confortable. Et donc, il y a un statut. Et derrière, il y a l'ego qui joue. Et donc, derrière, effectivement, si je quittais ce poste
de DRH, de DAF, de CPO, ce que vous voulez, et avec des salaires confortables. Comment je vais être perçu? Comment je vais continuer mon train de vie, Oui, etc. exactement. C'est cet ego aussi qui nous renvoie à notre propre image. Oui, oui. Et l'un des plus beaux clins d'œil que j'ai vu ces dernières années en matière d'ego, quelqu'un qui avait arrêté son métier, qui a créé son entreprise et qui, pour faire un clin d'œil à l'ego, a changé donc sa carte de visite. Et donc, en fait, sur sa carte de visite, en gros, il était indiqué God, G-O-D, Dieu, et dessous, en plus petit, Global Operations Director. Et donc, c'était le clin d'œil à tout le monde. Et donc, il se prenait plus au sérieux, mais il prenait plein de plaisir à développer son activité. C'était, voilà ce que ça m'évoque. Voilà, je voulais partager avec vous. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou d'autres questions? Donc, pour ceux qui voudront regarder, avoir davantage d'infos, bien sûr, hein, n'hésitez pas à vous procurer le livre sur Amazon, hein, il n'est pas très cher, hein. On parlait de, c'est un petit budget. Et puis, bah, à mettre après vos commentaires si vous en avez sur Amazon, ou à le partager ou à l'offrir. C'est l'époque des cadeaux et de Noël. Vous avez nécessairement dans votre entourage une ou plusieurs personnes qui ne sont pas très heureuses dans leur vie actuelle professionnelle. Ça peut être un petit cadeau sympa peut-être. Mhm. Tout à fait, Richard. Alors, on a une question. Est-ce que la présentation, l'enregistrement sera disponible ou également le Ouais. document support de la conférence? Alors, On a décidé avec Eric, en fait, de ne pas le rendre disponible. Déjà, en temps normal, on ne l'affiche jamais. Là, j'ai fait une exception ce soir. pour le Mais livre. je vous encourage à regarder le livre ou alors à me recontacter s'il y a une slide plutôt qu'une autre qui vous intéresse. Je vous l'enverrai, bien évidemment. Je rebondis et je reprends la parole. L'enregistrement donc est en cours, hein, et si tout se passe bien au niveau technique, grâce à Nathalie, ça vous sera adressé donc par les services carrières de vos écoles respectives, puisque nous enverrons le fichier, ou vous pourrez également nous le demander à Intermine Carrière en envoyant un petit mail, mais l'enregistrement sera disponible. Mais l'enregistrement par rapport au bouquin est forcément, je dirais, limité à ce qu'on s'est dit ce soir. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas résumer 480 pages. J'ai dû parler 50-55 minutes. Donc, voilà. Autre question, autre partage ou pas? Donc moi, je suis preneur de l'enregistrement, Michel, hein, aussi. Bien sûr, bien sûr. Au revoir, Jérôme. Alors, quelqu'un demande, est-ce que vous pouvez nous redonner le titre du livre? Je vais faire mieux. Alors, je vais le noter pour tout le monde dans le chat. Reconversion, le guide pratique, rebondir, c'est ça? Voilà, donc rebondir, le guide pratique de la reconversion. Et donc on le trouve sur Amazon avec ce poisson qui quitte son bocal limitant et qui, dans la liberté, va s'envoler et va plonger dans l'océan infini avec toutes les opportunités. Voilà. Ok, j'ai mis le nom du livre sur le chat également. Donc je vois que de plus en plus de personnes nous quittent, hein. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si vous voulez clôturer ou pas la session. Catherine, je te laisse la main, ou tu préfères que je le fasse? Non, merci. Merci à tous pour votre participation. Merci Richard pour cette présentation très très exhaustive. On sent vraiment que dans ce livre très très complet, il y a énormément de matière pour nourrir sa réflexion et éventuellement passer
et basculer vers un nouveau projet. Donc, merci à tous pour vos partages d'expérience. Je crois que ça a vraiment aussi nourri énormément la présentation. Donc, merci. Et puis, donc, on pourra probablement accéder à la version vidéo en replay de cette conférence si cela est possible dans chacune de vos écoles respectives. Donc, un grand merci, Richard. Merci à tous, c'était un très grand plaisir de partager avec vous tout ça et n'hésitez pas à vous reconnecter à moi sur LinkedIn et à échanger. Excellente soirée à tous et merci à l'Union fait la force pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ces infos. À bientôt.